Une des caractéristiques de l'être humain est la capacité d'exprimer des sentiments face à un événement en particulier. Par exemple, la joie, le dégoût, la tristesse ou bien la colère. Ce n'est que de nommer quelques-uns, mais tous jouent un rôle bien important dans la réalité humaine. Cependant, un de ces sentiments particuliers nous retient l'attention, la peur. Elle est présente depuis la nuit des temps, mais ce sentiment a évolué au fur et à mesure que le temps a avancé. Dans le cadre du cours de littérature, nous avons lu la nouvelle fantastique Le Horla, tirée du recueil La Parure, Le Horla et autres contes, écrit par l'auteur français Guy de Maupassant. Cet homme qui est né en 1850 puis décédé en 1893 est passionné par les thèmes de l'inconnu et de la folie. Il a alors décidé de rédiger une nouvelle dont le thème principal est la peur de l'inconnu. Euh, Cette histoire raconte la vie du personnage principal qui se sent manipulé par un être inconnu, le Horla. Ce dernier conduit le protagoniste à la folie à un tel point que celui-ci, terrorisé, met le feu à sa propre maison pour essayer de tuer l'être surnaturel. Dans cet exposé, nous allons vous parler de la forte émotion qui a conduit le personnage principal à poser un tel acte, la peur. Nous avons décidé de parler de ce sujet puisque le programme de sciences de la nature dans lequel nous étudions nous a permis de comprendre les processus qui se produisent dans le cerveau humain à la suite de cette forte émotion. Dans l'exposé suivant, nous allons vous expliquer les comportements face à la peur et ensuite, nous allons faire des liens entre les différentes régions du cerveau et les différents organes qui y sont impliqués. Comme nous l'avons mentionné plus haut, la peur est une des émotions les plus anciennes du monde. Chez l'humain, la peur se manifeste psychologiquement ainsi que physiquement. En effet, à la suite de cette forte émotion, des tremblements corporels, une hausse de fréquence cardiaque, un écarquillement des yeux, une perturbation du rythme respiratoire, des sueurs froides, etc., peuvent se signaler. Les effets provoqués par la peur sont souvent associés à la sécrétion d'adrénaline par notre corps. Cette hormone qui vient du latin adrenes, ce qui signifie près du rein, est sécrétée par le système nerveux central et par les glandes surrénales placées au-dessus des reins. L'adrénaline agit sur le corps humain en cas de manque d'énergie, souvent pour répondre à un danger ou bien pour faire face à un plaisir. Cette sécrétion peut être aperçue par l'entremise des actions et des mouvements manifestés par l'homme. En effet, le cri, la chair de poule et la contraction des muscles sont les effets visibles lorsqu'une personne fait face à un danger ou à une situation épeurante. Dans le cas extrême, uriner peut aussi survenir par le relâchement des muscles du bassin. Aussi, la phobie, la paranoïa peut aussi survenir chez l'individu. D'ailleurs, Charles Darwin, un naturaliste anglais, surtout renommé pour sa théorie sur l'évolution de l'espèce, a exprimé son point de vue sur le sujet en décrivant les différents symptômes de la peur. En effet, comme vous pouvez le lire sur le PowerPoint, il décrit les étapes par lesquelles l'homme doit passer à travers à la suite d'une situation épeurante. Selon lui, la vue et l'ouïe sont les deux sens de l'être humain qui jouent un rôle important dans le processus de la peur. D'un point de vue neurologique, la peur engendre l'activation de l'amygdale. Le sentiment de danger imminent se fait alors sentir et inhibe alors la pensée. Ce phénomène se produit pour pouvoir prendre des décisions, c'est-à-dire de prendre l'option de fuir ou de combattre. Le processus de la peur fait appel à plusieurs parties du cerveau. L'amygdale joue le rôle le plus important et envoie des signaux neurologiques aux autres parties telles que l'hippocampe, le cortex sensoriel, le thalamus, le septum, le cortex préfrontal, l'hypothalamus ainsi que le tronc cérébral. Le stress engendré par la peur est un des effets qui affecte énormément les capacités de l'homme. Le stress est défini par les réactions physiologiques face à un déséquilibre réel ou perçu entre les capacités d'un individu et une situation se présentant devant lui. C'est un signal d'alarme qui nous permet de s'adapter face à l'environnement. Le stress permet à la production et à l'envoi de l'adrénaline dans le corps au complet dû à un déséquilibre. En effet, face à un danger imminent, l'adrénaline permet à l'individu de poser des actions pour fuir ou combattre la situation. Cependant, s'il est trop stressé, ses capacités diminueront. Donc, le stress peut être à la fois positif ou négatif dans une telle situation. Il faut alors bien la gérer pour augmenter les capacités et la vigilance de l'individu. Alors, pour pouvoir bien comprendre les réactions qui se passent dans le cerveau, c'est important de bien comprendre les amygdales puisque c'est eux qui jouent un rôle vraiment important. Alors, premièrement, amygdale vient du latin amygdala, qui veut dire amande, parce que dans le cerveau, les amygdales ressemblent à une amande. Alors, les amygdales, c'est une formation de matière grise située dans la région antérieure du lobe temporel, en avant de l'hippocampe. Les amygdales jouent un rôle de système d'alarme, puisque c'est eux qui vont diriger et donner toutes les
les directives pour pouvoir contrer la peur. On associe souvent, en particulier aux émotions de la peur et l'anxiété, les amygdales. On a une vue intérieure d'une amygdale. Alors, on peut voir ici que l'influx nerveux rentre par le noyau latéral et que l'influx nerveux sort du noyau central. En ce moment, le mouvement à l'intérieur des amygdales reste toujours inconnu, mais plusieurs recherches qui sont faites pour déterminer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Mais c'est vraiment important de savoir qu'ils viennent du noyau latéral, puisque c'est de là que tous nos sens vont donner les consignes et l'information. Et l'information va sortir du noyau central pour pouvoir aller jusqu'à notre moelle osseuse pour pouvoir donner des directives. Ce qu'on a ici en ce moment, c'est un schéma qui représente le mouvement des influx nerveux dans le cerveau en réaction à une certaine peur. Alors les prochaines diapositives, on va se concentrer sur chacun des 7 organes pour pouvoir savoir c'est quoi leur rôle dans la peur. Ce qu'on va analyser, c'est l'hippocampe. Alors l'hippocampe, c'est probablement le deuxième organe plus important pour la peur. Son rôle, il joue un rôle important dans la mémoire. C'est situé dans le lobe temporel médian du cerveau. Alors son rôle, c'est de reconnaître les éléments dangereux. Alors par exemple, qu'il voit un objet au sol ou que tu entends un bruit quelconque, l'influx nerveux va se rendre jusqu'à l'hippocampe et l'hippocampe va déterminer si l'objet est une source potentielle de danger. Et si ce n'est pas, ça va renvoyer un influx nerveux à l'amygdale pour dire que non, c'est pas dangereux. Le prochain, c'est le cortex sensoriel. Alors, c'est des parties du cerveau qui sont responsables de la sensation. Là, on a la vision, l'odorat, le goût, l'ouïe et le toucher. Son rôle, c'est de reconnaître les éléments dangereux. Alors, par exemple, si tu entends un son quelconque, c'est le cortex sensoriel qui va analyser et l'envoyer cette information à l'amygdale. Même chose avec le toucher et les quatre autres. Alors, le thalamus vient d'un mot grec qui signifie chambre à coucher. Et c'est bien parce que c'est exactement ça que ça représente, parce que c'est l'organe qui est responsable du sommeil. Alors, tous les dangers que tu vas confronter pendant la nuit, c'est le thalamus qui va en gérer. Alors, il va transférer et filtrer les informations pendant le sommeil. Alors, s'il y a une information qu'il considère dangereuse, il va envoyer ça à l'amygdale qui, à son tour, va faire comme avec le cortex sensoriel et faire ce qu'il a à faire. Alors, l'hypothalamus, lui, c'est l'organe qui contrôle la sécrétion des différentes substances dans le corps. Alors, pour la peur, c'est l'adrénaline qui va s'occuper. Alors, il va recevoir l'influx nerveux des amygdales et à son tour envoyer cet influx nerveux-là aux reins, aux glandes surrénales pour pouvoir sécréter l'adrénaline. Alors, le tronc cérébral, il sert de connexion avec la moelle épinière. Alors, il va recevoir tous les influx nerveux de l'amygdale et va envoyer cet influx nerveux-là à la moelle épinière qui, elle, dirigera l'influx nerveux vers les muscles ou les glandes surrénales. Le cortex préfrontal, lui, s'occupe de la langue et du raisonnement. Alors, encore une fois, il va recevoir l'influx nerveux de l'amygdale et à son tour, il va pouvoir s'occuper du danger. Alors, par exemple, que le danger peut être adressé avec la parole, il va le faire de même. Ou ici, ils doivent raisonner pour une stratégie pour pouvoir combattre le danger. C'est encore une fois le cortex préfrontal qui va s'en occuper. Quand il y a un certain danger, il y a 2 circuits que les influx nerveux vont prendre. Le premier étant la voie courte, ça va être le traitement sensoriel qui va ensuite aller vers le thalamus, qui va envoyer l'information aux amygdales, et les amygdales vont s'occuper de faire une réponse directement. Tandis que le deuxième, qui est plus long, ça va être le traitement sensoriel, qui va envoyer l'influx nerveux au thalamus, qui va l'envoyer au cortex cérébral, ensuite à l'hippocampe, aux amygdales et aux réponses. Alors je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Alors pour la voie courte, c'est une réponse rapide, alors sans avoir besoin de réfléchir, tu ne sais même pas encore si c'est un vrai danger, mais tu vas faire une action. Tandis que le deuxième, lui, il va se rendre à l'hippocampe. Alors l'hippocampe va pouvoir déterminer si c'est un vrai danger. Et ensuite, tu pourras prendre une décision plus importante et avec des plus grands impacts pour combattre le danger. Le serpent de Joseph de Ledoux illustre l'action de ces circuits. Un promeneur marche dans la nature et voit ce qu'il prend pour un serpent. La voie courte active une réponse instantanée de sursaut et de recul de frayeur. Par la voie longue, après une courte latence, l'information arrive au cortex visuel, puis au cortex sémantique. S'il s'agit bel et bien d'un serpent, le cortex visuel renforce l'action amygdalienne et maintient la réponse corporelle. S'il s'agit d'un bâton, l'action amygdalienne est freinée et les réponses corporelles s'étompent. Alors, en d'autres mots, le premier parcours permet de réagir rapidement, pendant que l'autre parcours permet d'analyser la situation qui cause la peur et d'ensuite prendre une décision.
Alors cette technique de double parcours est vraiment efficace et sans risque de se tromper. En conclusion, la peur est plus qu'un simple cri ou qu'un frissonnement devant une situation de danger. Comme vous avez pu le déduire suite à cet exposé, plusieurs processus dans le cerveau permettent à l'individu de détecter s'il s'agit véritablement d'une situation dangereuse avant d'agir. L'être est alors programmé pour fuir ou combattre la situation. D'ailleurs, dans la nouvelle Orla, le personnage principal décide de fuir cette situation dans laquelle il est pris. Il s'est échappé de sa propre demeure pour aller à Rouen, mais la situation est aussitôt retombée sur lui. Cependant, à la fin de la nouvelle, il réussit à affronter ses peurs et à combattre la présence inconnue. En effet, il enferme le Horla dans sa maison et la brûle complètement. Bref, on peut apercevoir que la peur est un des sentiments les plus redoutables de l'être humain.